avons vu précédemment que de nombreuses plantes, surtout des arbres, sont utilisées dans la maison. Nous allons maintenant vous présenter quelques espèces ou groupes d'espèces qui connaissent des usages dans l'ameublement, la construction ou encore l'outillage. L'épicéa est un grand sapin mesurant de 30 à 40 mètres. Ses feuilles sont en aiguille et de section arrondie. Elles sont disposées tout autour de l'axe. Comme de nombreux arbres de cette famille-là, comme de nombreux résineux, ils possèdent des canaux résinifères qui produisent la résine. Cette résine lui sert à se protéger contre les herbivores et les animaux suceurs. L'appareil reproducteur est formé de deux types de cônes. Les cônes mâles, qui sont petits et qui vont sécher et tomber dès que la pollinisation aura été effectuée. Et les cônes femelles, qui eux sont beaucoup plus grands, reçoivent le pollen. Ensuite, les écailles se soudent et le cône grandit pendant 1 an. Une fois que les graines sont matures, les écailles s'ouvrent à nouveau pour libérer les graines et ensuite le cône tombe. Les cônes mâles et femelles sont portés par les mêmes arbres. La reproduction des épicéas, comme de la plupart des autres conifères, dépend donc du vent. Les grains de pollen possèdent des petits ballonnets qui leur permettent de voler sur des milliers de kilomètres. Et les graines elles-mêmes possèdent une petite aile qui leur permet de voler sur quelques mètres quand elles tombent. Il ne faut pas confondre le sapin blanc avec l'épicéa. Le sapin blanc a des aiguilles plates et avec 2 lignes blanches à la face inférieure, alors que l'épicéa a des aiguilles rondes. Les aiguilles de l'épicéa sont décurrentes, c'est-à-dire qu'elles se continuent sur la branche et quand on en arrache une, il y a une petite languette de branche qui reste accrochée à l'aiguille, alors que le sapin a des aiguilles avec des ventouses et quand on arrache, seule l'aiguille vient. Enfin, les cônes sont différents. Les cônes de l'épicéa sont pendants alors que les cônes du sapin sont dressés vers le ciel. L'épicéa, on l'utilise beaucoup en maison ossature bois pour faire les murs. C'est un bois qui est facile à utiliser. Et aussi en structure de charpente, pour la charpente traditionnelle, mais aussi pour faire tout ce qui est charpente en lamellé collé. Les usines, elles travaillent beaucoup avec ça. Quand il pousse en plaine, il a une structure avec des gros cernes, du coup il est très léger et très facile à travailler. Et après sur les bois de montagne ou qui poussent en Suède ou en Norvège, c'est des bois qui sont un peu plus durs à travailler. Mais ça reste des bois blancs, très blancs, et qui sont du coup pas du tout durables et qu'on n'utilise absolument pas en bois extérieur sans traitement. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté du sapin de Noël, dont l'épicéa est un des plus fameux représentants. Ses atouts sont nombreux, il pousse vite et bien droit. Ses aiguilles en séchant produisent une bonne odeur de résine. Cette pratique a été popularisée à la fin du 19e siècle, mais elle date du Moyen Âge. Le châtaignier est un arbre pouvant atteindre 40 mètres. Son écorce est grise et légèrement fissurée. Il a des feuilles entières qui sont dentées au niveau de la marge et la nervation est peinée. Leur couleur est d'un vert assez franc. C'est un arbre monoïque, c'est-à-dire que les fleurs mâles et femelles sont portées par le même arbre. Les fleurs mâles sont regroupées en chatons, c'est de longs épis de fleurs. Et les fleurs femelles sont regroupées en petites têtes par 3, dans une petite coupe qu'on appelle une cupule. Après la fécondation, les fleurs fanent et l'acène grossit pour donner une châtaigne. La châtaigne se retrouve entourée de la cupule qui est devenue la bogue, très épineuse. Il ne
ne faut pas confondre châtaigne et marron. La châtaigne a un petit museau de musaraigne, le marron est tout rond. La châtaigne pousse dans la bogue en général par 3. Par contre, on trouve certaines châtaignes qu'on appelle des marrons et qui sont en fait des châtaignes qui poussent toutes seules dans la bogue et qui vont former un gros fruit qui pourra être confit et qui donnera le marron confit ou la crème de marron. Le marron, lui, qui est le marron d'Inde, est d'une famille complètement différente. C'est la famille des sapins d'Acée. Le fruit est tout rond. La bogue est beaucoup moins épineuse et attention, c'est un fruit qui est toxique parce qu'il contient beaucoup de saponine. Le bois du châtaignier est un bois qu'on appelle hétéroxylé, c'est-à-dire qu'il est composé de canaux de sève qui sont des canaux vrais, qui peuvent mesurer plusieurs mètres de longueur. À côté de ça, il y a un parenchyme sclérifié et il y a aussi des fibres qui sont longitudinales ou transversales. C'est donc un bois dont la structure est complexe. Le châtaignier, on l'utilise de deux manières en gros œuvre, c'est-à-dire pour la charpente, et en second œuvre pour la menuiserie, alors pour faire du meuble, mais aussi pour tout ce qui est parquet et parfois sur de l'escalier. Mais voilà. Et donc en charpente, on l'utilise autant sur du bois intérieur que sur du bois extérieur parce qu'il a dans la partie du ramen, là, il a beaucoup de tanins qui le rendent imputrescible. Ça a des avantages, mais l'inconvénient, c'est que voilà, sur de la structure extérieure, s'il se fait lessiver par les pluies, il va perdre ses tanins, il va salir tout le sol. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise un petit peu quand même protégé, pas trop en bardage. Il pourrait être un très bon bardage, mais du coup, on l'utilise assez peu en bardage à cause des tanins qui coulent. Au Moyen-Âge, il était utilisé en plessis pour faire les jardins, pour faire des cloisons dans les jardins. Et aujourd'hui, on le retrouve aussi pas mal en clôture, exceptionnellement aussi en piquet de vigne, là, pour faire des piquets de clôture et de piquets de vigne. Et c'est revenu aussi pour tenir les dunes, là. Donc on appelle ça des ganivelles. Les bambous sont des graminées ou poacées, ligneuses, pérennes, poussant majoritairement en région intertropicale et surtout en Asie. On en dénombre jusqu'à 1000 espèces, réparties dans environ 80 genres. Selon les espèces, les bambous mesurent entre moins d'1 mètre et jusqu'à plus de 40 mètres de hauteur, avec un diamètre pouvant aller jusqu'à 20 cm, c'est-à-dire le diamètre d'un jeune arbre. L'appareil végétatif est formé d'une tige souterraine, horizontale, qu'on appelle rhizome, à partir duquel sont émises des tiges aériennes, les chaumes à entreneux longs, caractéristiques de la famille des poacées. Ces chaumes sont ramifiés et portent des feuilles qui peuvent avoir une durée de vie très longue, entre 2 et 6 ans selon les espèces. Les jeunes pousses sont appelées turions. Les fleurs, comme chez toutes les poacées, sont composées d'un pistil entouré d'étamines. Celles-ci peuvent être au nombre de 3 ou 6 selon les espèces. Ces fleurs sont elles-mêmes regroupées en épillets, eux-mêmes regroupés en panicules ou racèmes, plus ou moins lâches. Il existe 2 autres graminées de grande taille, sans toutefois atteindre la taille de certaines espèces de bambous, avec lesquelles il ne faut pas confondre les bambous. Il s'agit de la canne de Provence et du genre Phragmites, les roseaux. La différence, c'est que ni la canne de Provence ni les roseaux ne sont ramifiés. La tige est simple. Et puis, les feuilles sont un petit peu différentes. Les feuilles des bambous possèdent un petit pétiole entre le limbe et la gaine. Il n'y a pas de pétiole chez la canne de Provence. Les parties utilisées dans un bambou, en fait, c'est toutes les parties.
C'est-à-dire qu'on peut utiliser autant la tige pour la construction, les branches on peut en faire des balais, on peut faire des infusions avec des feuilles, avec certaines variétés, pas toutes. Dans le sol, il y a évidemment les pousses qui vont sortir qu'on peut manger, et le rhizome, certaines personnes les travaillent pour faire des œuvres d'art, ça peut être des cannes, ça peut être de la décoration, donc on peut vraiment tout utiliser. Il y a des espèces vraiment très spécifiques. Par exemple, il y a le Philostachys nigra, le bambou noir, qui lui, en séchant, va garder sa belle couleur foncée, contrairement aux autres bambous. Lui, on va l'utiliser pour tout ce qui est petits cadres de miroir, cadres de déco, parce qu'il va garder sa couleur, mais en plus, on va l'utiliser pour faire des cannes à pêche. Donc les cannes à pêche que les anciens ont souvent encore dans leur garage, c'est cette variété-là, parce qu'elle peut être très fine, très flexible et très robuste. On a le Pseudosassa japonica. À l'époque, les Japonais s'en servaient pour faire des flèches. Il est très solide, mais quand on l'écrase et qu'on l'ouvre complètement en deux, ça pour les petits tressages tout fins, très serrés, c'est vraiment le top. On a le Philostachys viridiglossescens, qui est très solide et très rectiligne. On va l'utiliser pour tout ce qui est traverse dans la construction, c'est celui que je préfère. Il est vraiment, vraiment top. Après, il y a la polyvalence dans les bambous, c'est le Philostachys bambousoides. Alors le bas du bambou est ultra solide, c'est comparable à de l'acier. En Asie, les grands échafaudages, c'est celui-là qui l'utilise. Et ils peuvent même armer le béton avec ces tiges, de par sa solidité. Le milieu de la tige, là c'est vraiment la polyvalence, on peut faire des lamelles, on peut faire des poteaux, on peut faire plein de choses. Et le haut de la tige, là, très flexible, on peut vraiment presque le tourner comme ça. L'édulis, Philostachys edulis ou pubescens, celui-là il est très très épais. En lamelle il est pas top, mais par contre en poteau là il bouge pas, il est vraiment super. Alors le dernier, le Philostachys flexuosa, qui est très flexible même quand il n'est pas éclaté. Celui-là il reste très 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 flexible, donc pour faire des arches, pour faire de la déco dans les jardins. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire des sortes de tressages comme ça, comme un peu du rotin mais en géant, pour faire des arches dans les jardins. Et le bas du bambou peut être utilisé comme manche pour des pioches, des pelles, etc. Donc vraiment plein d'utilisations. Le bambou en cuisine, ça régale déjà. Toutes les espèces présentes, toutes les variétés plutôt présentes ici à la bambouseraie sont comestibles, mais il faut qu'elles aient une certaine épaisseur, parce que si c'est trop petit, ça sert à rien, les pousses sont trop petites. Toutes les espèces dans le monde ne sont pas comestibles, ça, il faut bien le savoir, donc il faut faire quand même attention. Ici, les bambous qu'on peut trouver en Europe qui poussent dans nos jardins, il y a quelques variétés qui sont vraiment très très bonnes et assez recherchées. Il y a le Philostachys edulis ou pubescens, qui a un petit goût de noix, de noisette. Il y a le Philostachys aurea qui est vraiment présent dans tous les jardins en France. Ça c'est un petit goût sucré vraiment très très bon. Donc ça c'est une pousse de bambou. Évidemment elle est couverte de gaines, donc on ne mange pas les gaines. Donc il faut l'éplucher. Alors on peut passer son temps à enlever gaine par gaine par gaine par gaine, mais ça prend un temps fou. Moi ma technique c'est je l'ouvre directement en deux comme ça, dans le sens de la longueur. Hop. Voilà. En même temps je vous montre. On l'ouvre. Hop, ça ressemble à ça. Et la technique c'est prendre ces deux pousses hop, et les passer le long des gaines. Et hop, la pousse sort toute seule. Et c'est ça qu'on mange. Alors ça, il faut bien le cuisiner. C'est-à-dire qu'il faut le faire bouillir entre 3/4 d'heure et 2 heures les pousses. Il ne faut pas en prendre une parce que ça prend du temps, donc il faut en mettre plusieurs. On n'est pas obligé, mais en fait dedans il y a une molécule qui est proche du cyanure. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire bouillir. On n'est pas obligé parce qu'il faut 2 kg de pousses de bambou pour tuer un homme, donc on est vraiment très très large. Une fois que c'est bouilli, il faut le rincer et puis après on le coupe soit en lamelles très fines, soit en gros morceaux. Après on peut le manger en salade, on peut le manger en sauté, en mijoté. Et dedans il y a autre chose qui est très bon pour la santé. C'est un oligo-élément qui s'appelle le sélénium. Et ça fait vivre plus longtemps en quelque sorte. Le terme rotin désigne en réalité plusieurs centaines d'espèces de palmiers grimpants appartenant à environ 20 genres, tous apparentés. Les rotins sont originaires d'Asie tropicale, subtropicale, également du Pacifique ou encore d'Afrique. Le genre le plus utilisé est le genre Calamus, qui rassemble environ 600 espèces. Ce sont des plantes dotées d'une longue tige ligneuse, mais souple et lianescente. Comme chez quasiment tous les palmiers, la tige n'est pas ramifiée et elle a un diamètre constant. Ces tiges sont souvent armées, c'est-à-dire munies d'épines qui permettent aux rotins de s'accrocher aux autres plantes pour grimper vers la lumière. Ces épines forment aussi une protection redoutable contre les herbivores. La tige peut atteindre plusieurs mètres de longueur chez certaines espèces. Il n'y a pas de bois dans la tige, mais de gros vaisseaux, très nombreux,
coiffée de fibres ligneuses qui assurent à la tige souplesse et à la fois robustesse. Les rotins sont dioïques. Les individus portent des fleurs soit mâles, soit femelles. Les fleurs sont de petite taille, ternes en général, et sont regroupées en inflorescences très ramifiées. Les fruits sont recouverts d'écailles. Les rotins sont exploités depuis l'Antiquité pour leur longue tige flexible et robuste, qui sert à faire des meubles légers et robustes, mais aussi des manches de parapluie, des paniers, des cordes et bien d'autres choses encore. Le marché du rotin rassemble plusieurs millions d'acteurs dans le monde. Il est dominé par l'Indonésie qui fournit plus de 80% de la matière première mondiale, à partir de récoltes de rotins cultivés ou bien prélevés dans les forêts naturelles. C'est d'ailleurs la surexploitation en milieu naturel qui menace d'extinction plusieurs espèces de rotins. L'épicéa est une des essences d'arbres les plus utilisées pour l'exploitation du bois en raison de sa croissance rapide. Le bois du châtaignier est naturellement imputrescible en raison de sa grande richesse en tanins. Il n'y a pas une espèce, mais plusieurs centaines d'espèces de bambous largement exploitées en Asie. La tige creuse et très rigide en fait un matériau idéal, léger et très résistant, avec de nombreux usages, notamment en construction. Le rotin correspond à la tige souple et très résistante de centaines d'espèces de palmiers grimpants. On l'utilise pour les meubles et la vannerie. La surexploitation du rotin en milieu naturel fait que certaines espèces sont menacées d'extinction. La structure de la tige, et notamment du bois, le xylème secondaire qui conduit la sève brute, diffère selon les espèces.